de C. Je regarde les événements. A, c'est on obtient plus de piles que de faces. B, plus de faces que de piles. On peut avoir l'impression que les deux événements sont des événements contraires. Pas tout à fait, parce qu'en fait, il y a aussi l'événement C, on obtient autant de piles que de... Alors, il y a une petite ambiguïté dans la définition des événements A et B. Je le remarque en le lisant maintenant. Plus de piles que de faces, c'est pas supérieur ou égal, hein, c'est strictement. Donc, plus de piles que de faces strictement, plus de faces que de piles strictement. Donc, quand je prends A et B, ils sont pas contraires, parce que pour récupérer toutes les possibilités, il faut aussi cette possibilité-là, c'est-à-dire autant de piles que de faces. Donc, on peut pas dire que A et B sont contraires, ils sont contraires entre guillemets si on s'occupe aussi de l'événement C. Donc, en fait, A, B et C, les trois se complètent parfaitement. Ce qui fait que de façon assez intuitive, on peut écrire que la somme des trois probabilités fait 1. Parce qu'en fait, on récupère l'univers tout entier. On a toutes les possibilités qui sont contenues dans plus de piles que de faces, plus de faces que de piles, ou autant. C'est ce qu'on appelle un système complet. Et ça, vous le notez systématiquement. Dès on dit, ah oui, ça se compense l'un dans l'autre, finalement, je récupère tout. On fait pas de blabla, on écrit A, B et C forment un système complet d'événements. Et c'est clair, c'est net, on a tout dit à ce moment-là. Et ce qui permet de justifier que la somme des trois probas fait 1. C'était assez intuitif, finalement. Madame? Oui. Mais je comprends pas pourquoi, parce que P2B et P2A, c'est des événements, enfin, ils se contredisent un peu, ça peut pas être les deux. Justement, ça ne peut pas être les deux à la fois. Donc, on a le schéma d'un système complet d'événements, c'est-à-dire ça se superpose pas, mais ça va se compléter. Je passe à la caméra. D'accord. Ça, c'est oméga. Ça, c'est A. Ça, c'est B. Ça, c'est C. On ne peut pas les avoir en même temps, mais en revanche, tous, quand on va les mettre tous ensemble, ils ne se superposent pas, mais la réunion des trois donne oméga. C'est bien la représentation d'un système complet d'événements. Ah oui, d'accord, merci. Donc, la somme des trois probas fait 1 parce que c'est P de oméga. Alors, la suite, on nous demande ensuite d'exprimer P de B en fonction de P de A. Alors, A et B sont deux événements qu'on ne peut pas avoir en même temps. On ne peut pas dire que A est égal à A. En revanche, on a la même proba. Pourquoi? Parce que plus de piles que de faces, ou plus de faces que de piles, il y a une symétrie en fait des deux situations. Comme la pièce est équilibrée, en termes de probabilité, c'est la même chose. C'est pas le même événement du tout. Il est impossible de les avoir en même temps. En revanche, leurs probas sont égales par un souci de symétrie. On a donc répondu à la question 4. Donc, ça, c'était assez rapide. Maintenant, en utilisant les résultats précédents, déterminer P de A et P de B. Par la question 3, si je remplace dans la question 3 le P de B en disant bah, P de B c'est P de A, j'obtiens P de A plus P de A de P de A plus P de C égale 1. P de C, on l'a calculé tout à l'heure. Je l'isole. Donc, 2 fois P de A, c'est 1 moins P de C. Donc, P de A, c'est la moitié de 1 moins ce truc qu'on a calculé tout à l'heure. Et c'est aussi la valeur de P de B. Voilà. Donc, je reviens à ça. Là, on a terminé à ce moment-là l'exercice 1. Pas de calcul très long et compliqué, mais cette partie-là était difficile, c'était de calculer finalement P de C. Une question? Oui, c'est que j'arrive pas à comprendre pourquoi dans la 4 on fait ça, que PDA égale P2B. Pourquoi on a ça là? Oui. Je reviens à l'énoncé. A, c'est plus de piles que de faces, et B, c'est plus de faces que de piles. Les événements donc sont
différents mais symétriques. Si je fais, je vais essayer de passer à la caméra et au tableau peut-être. Si je prends une valeur simple pour n égale 3. Donc, on a silencé. Si j'ai face, pile, face, pile, face. Donc, ici, 1, 2, moment, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, c'est bon. 1, 2, 3, 4. 4 faces. Donc, plus ici de faces que de piles. De façon symétrique, si j'écris cet événement-là, on a ici exactement 4 piles. Les deux événements, à chaque fois que j'ai un événement où j'ai une réalisation où j'ai plus de faces que de piles, j'ai en miroir le même avec plus de piles que de faces. Alors, il y en a un qui s'appelle A et l'autre qui s'appelle B. A, c'est plus de piles. Donc ça, c'est A. Et ça, c'est B qui est réalisé. Et à chaque fois que je mets un résultat dans l'ensemble B, bien sont symétriques dans l'ensemble A. Donc quand je compte les résultats qui vérifient l'événement B, il y en a autant que ceux qui vérifient l'événement A. Voilà, j'espère que ça va mieux. Oui? Est-ce que vous pourrez expliquer P2C? Ah ouais, P2C, ça t'embête. Hein. Ouais. Je le reprends. Donc, un petit peu en détail. Voilà, on est parti pour P2C, c'était obtenir autant de piles que de faces, donc c'est N piles et N faces. Je regarde ma liste de résultats, il y a 2 N emplacements, ce que j'appelle les emplacements, c'est comme quand on joue au pendu, puisqu'on pose mes petites places, et là-dessus, il faut que je mette des lettres, mais il faut que je mette N fois la lettre P et N fois la lettre face. Et je vais avoir combien de schémas possibles pour représenter l'événement C? Combien de dessins possibles ici qui vont contenir autant de P que de F? En fait, ça correspond aussi dans l'arbre. J'ai perdu quelque chose. Voilà. Dans l'arbre ici, à la fin, dans toutes mes feuilles, on a toutes les listes possibles et dans toutes ces listes-là, je vais compter celles qui contiennent autant de F que de P. Donc, c'est pas un calcul facile, surtout qu'on a la démo. Donc, je regarde comment je peux les schématiser. C'est pour ça que je vais mettre ici, pour déterminer le cardinal de C, donc je place tous mes P d'abord. Alors, j'aurais pu faire le contraire, placer les F d'abord et ensuite placer les P. Mais l'un dans l'autre, finalement, on aura le même résultat. Choisir les places des piles, ben j'ai N places à choisir parmi les 2 N emplacements qu'il y avait là. Et après, je n'ai fait donc que boucher les trous avec des F. Voilà, il n'y a qu'une façon de boucher les trous. C'est vrai que c'est pas forcément hyper intuitif comme méthode, mais il faut l'avoir rencontré parce qu'on risque de retrouver ce genre de calcul de dénombrement dans d'autres exercices plus tard. On commence pas de façon ordonnée. Je commence pas par le premier. C'est vrai que on pourrait se dire intuitivement et c'est pas une bonne intuition. Je commence par regarder ce qui se passe au premier. Au premier, je peux avoir face ou pile. Au deuxième aussi. Mais plus j'avance, moins j'ai de choix justement dans les lettres que je peux mettre. Moins j'ai de choix parce que je suis bloquée, parce que je veux avoir exactement N et N faces. Et exprimer ce blocage-là, c'est très difficile si on avance pas à pas en disant au début, j'ai vraiment le choix. Pour le premier, j'ai toutes les possibilités. Le deuxième, presque toutes les possibilités. Et garder en mémoire le fait qu'on n'a que N places pour les piles et N places pour les F, c'est
ça fonctionne pas. En fait, on n'arrive pas à le faire un par un, étape par étape. Donc, c'est pour ça que je remplis globalement, je reprends mes N emplacements et sur ces N emplacements, je vais fixer les P et les F. En fait, c'est un peu comme l'histoire des anagrammes avec le mot cellule. Simplement, ici, on fait des anagrammes de, voilà. Donc, NP et NF. C'est exactement la même démarche qu'on a utilisée dans un cas plus simple quand on a le nombre d'anagrammes du mot cellule. Ça va mieux, Florian? Ouais, c'est bon. Bien, bah, si cet exercice 1 est à peu près bon, à méditer, hein. Je vous enverrai de toute façon les diapos. C'est pas un exercice facile, comme je vous l'ai dit. C'est normal que vous trouviez difficile. C'est difficile. On va regarder l'exercice 2, qui a l'air plus rigolo comme ça. Puis en fait, il y a quand même aussi de la réflexion. Alors, on va considérer un groupe de N personnes. Bon, par exemple, la classe, quoi. On prend une classe, N personnes, et je vais regarder les dates d'anniversaire, les jours d'anniversaire dans l'année. Donc, quelle est la probabilité qu'au moins une personne dans la classe ait le même jour anniversaire que moi? Donc, moi, je me mets pas dans la classe. Comme ça, je compte pas à l'intérieur. 2 personnes à l'intérieur de la classe, on verra dans la question 2. Voilà cette première question. Pour calculer cette proba, cette proba QN, je vais l'associer à un événement. L'événement, c'est au moins une personne a le même jour anniversaire que moi. Je vais donner un nom à cet événement, je l'appelle AN, au moins une personne a son anniversaire le même jour que moi. Et on a déjà rencontré cette situation-là quand c'est au moins, il peut être judicieux de faire intervenir l'événement contraire. Aucune personne n'a son anniversaire le même jour que moi. Les deux étant opposés, étant contraires, et parfois c'est plus facile de calculer cet événement-là. Donc, P2 à N bar, aucune personne n'a son anniversaire le même jour que moi. Je fais cardinal de AN bar sur cardinal de oméga. Et puis, probabilité. Il va falloir déterminer ce que c'est que le cardinal de oméga. Et le cardinal de oméga, en fait, oméga, c'est toutes les listes de dates d'anniversaire qu'on peut faire pour les N personnes. Donc, la première personne, je vais prendre l'ordre alphabétique, par exemple. Quelles sont toutes les possibilités pour son jour d'anniversaire? Il y a 366 jours dans l'année, si je compte les dates comme le 29 février. Le 29 février. Donc, le premier, il a 366 choix, sa date d'anniversaire. Le deuxième aussi, etc. Donc, quand on fait la liste pour les N personnes de toutes les dates d'anniversaire, on a 366 puissance N choix possibles. Pour le cardinal d'oméga, donc toutes les listes possibles de dates d'anniversaire. Et parmi toutes ces listes possibles, je vais ne garder que les listes où personne n'a son anniversaire le même jour que moi. Ça veut dire que je vais prendre pour la première personne, elle va avoir 365 possibilités. Je prends tous les jours possibles, sauf le 8 mai, parce que c'est mon anniversaire le 8 mai. Vous en souvenez peut-être. Et donc, le deuxième, il a toutes les dates possibles sauf le 8 mai. Le troisième, toutes les dates possibles sauf le 8 mai, et ainsi de suite. Donc, à chaque fois, chaque personne a 365 choix, parce que je tiens compte du 29 février aussi. Donc ça donne la probabilité que aucune personne n'ait son anniversaire le même jour que moi. Donc, si ça, c'est... Oui. Est-ce que ça devrait pas être puissance N-1 du coup, vu que c'est les autres personnes de la classe? Alors, non, parce que j'ai dit que moi, j'étais pas dans la classe. Donc, comme moi, je suis pas dans la classe, je reste extérieure. Donc, j'ai bien pris, c'est comme si on prenait moi et puis les élèves de la classe. Donc, les élèves de la classe, on a bien une liste de 366 puissance. Et maintenant, si je prends tous les élèves de la classe, mais que j'enlève pour chaque élève la possibilité qu'il ait une date d'anniversaire égale à la mienne, il reste plus que 365 possibilités, mais toujours à la puissance n. Je vais parcourir tous les élèves de la classe. Moi, je reste en dehors. Donc, en bas, on voit bien apparaître toutes les dates possibles. Oui.
Moi, j'ai pas trop compris. Enfin, j'ai pas pu écouter pourquoi le 370. Celui-là, là, Oui. eh bien, c'est toutes les dates possibles pour chaque personne. C'est-à-dire que le premier élève de la classe, si je range dans l'ordre alphabétique, je suis en train de refaire des arbres, en fait, mais c'est des arbres énormes, donc je j'ose même plus les décrire. Le premier élève de la classe, il y a 366 possibilités pour sa date d'anniversaire, son jour d'anniversaire dans l'année. Il peut être né le 1er janvier ou le 2 janvier, etc. Et j'ai mis 66 parce que j'ai compté la possibilité que ce soit quelqu'un qui soit né le 29 février. Ah, Donc, d'accord. Ok. Ok. voilà. D'accord. Et ensuite, j'enlève parmi toutes les dates possibles, j'en enlève une qui est ma date de naissance. Donc, celle-ci, celle que j'ai enlevée ici, c'est le 8 mai. Et maintenant, donc, j'ai la probabilité qu'aucune personne n'ait son anniversaire le même jour que moi. Maintenant, pour avoir la probabilité AN que au moins une personne a son anniversaire le même jour que moi, je fais 1 moins ce truc-là. Et c'est ce qu'on appelle QN. La question d'après, c'était une fois qu'on a réussi à calculer ça, c'est de trouver pour quelle valeur de n cette probabilité est plus grande que 1/2. Alors, vu comme est formulée la question, ça nous donne une indication qui est que, en fait, ça va être croissant. On va pouvoir le tester. Alors, dire que Qn est plus grand que 1/2, je fais une résolution d'une équation. C'est un petit peu comme ce qu'il y avait eu dans le DS, par exemple. 1 moins, donc cette proba est plus grande que 1/2. Le 1/2, si je soustrais 1/2 et j'ajoute 365 sur 366 puissance n, j'obtiens une égalité ici. Pour isoler le n, je mets un petit coup de ln là-dessus. La fonction ln étant croissante, ln de 1/2, c'est moins ln de 2. J'ai n, ln de quelque chose. Pour isoler à nouveau le n, je vais diviser par ça, mais attention, 365 sur 366, on voit bien que c'est plus petit que 1. Donc, le ln va être négatif. Donc, on obtient que Qn est plus grand que 1/2 lorsque n est lui-même plus grand que quelque chose ici qu'il faut qu'on calcule. Alors, ce que je vous propose pour le calculer, soit on sort la calculatrice, ou alors on va sortir son Python. Voilà, j'ouvre du Python, je reste dans le shell, j'ai besoin de la fonction ln, donc j'importe log, et je veux calculer ce qu'on voulait calculer, donc où est-ce qu'il est? C'était ça, moins ln de 2 ou ln de 2 divisé par ln de 365 sur 366. Log de 2 divisé par log de 365 sur, j'ai oublié le signe moins, je vais être sur de 366 sur 365, comme ça tout va être positif. Voilà, je trouve 253 et des poussières. Et comme je veux un entier qui va être plus grand que 253 et des poussières, naturellement, je vais prendre 254. Voilà, ça fait une grosse classe. Hein. Pour que personne, la probabilité que personne n'ait son anniversaire le même jour que moi, si je veux, non c'est le contraire, pour avoir au moins une personne qui a son anniversaire le même jour que moi, si je veux que cette proba soit plus grande que 1/2, il faut que je prenne plus que 254 personnes dans le groupe. Voilà pour cette première question. En revanche, la question suivante est un petit peu différente. On prend maintenant 2 personnes dans le même groupe. 2 personnes dans le groupe et on voudrait calculer la probabilité que ces 2 personnes, qu'il y ait au moins 2 personnes qui aient leur anniversaire le même jour. Et voir, là il y a une petite coquille. Hein. On va essayer de voir quand est-ce que cette probabilité Pn est plus grande que 1/2. Donc, il faut qu'on exprime ça sous la forme d'un événement. L'événement, au moins 2 personnes ont leur anniversaire le même jour.
Comme c'est au moins, on va passer par l'événement contraire. Donc, j'ai appelé BN cet événement. Au moins 2 personnes ont leur anniversaire le même jour. Et l'événement contraire, il est un petit peu plus délicat à exprimer. Ça veut dire que dans la classe, là, je prends que des personnes de la classe, toutes les personnes ont leur anniversaire à des dates différentes. Ça, BN et BN bar sont bien les événements contraires si j'exprime de cette façon-là. Je veux donc calculer. Ah, il y a une petite, il y a un petit oubli là. BN bar, c'est cardinal de BN bar, évidemment. Je me suis trompée, il y a une petite coquille, il faudra rectifier. Il faut calculer donc le cardinal de BN bar sur le cardinal de oméga. Le cardinal de oméga, c'est toujours le même. C'est-à-dire, je prends toutes les listes de dates anniversaires possibles. Donc, le premier, ben, il y a 366 possibilités, le deuxième, etc. Maintenant, ce qui va être plus délicat, c'est de trouver donc le cardinal de BN bar en petite barre là. Je voudrais les listes formées de telle sorte qu'il n'y ait pas 2 dates identiques. Donc, le premier, dans l'ordre alphabétique, quand je choisis sa date anniversaire, j'ai 366 possibilités. Mais pour trouver la date du deuxième, il faut que j'enlève l'anniversaire du premier. Donc, j'ai plus que 365 possibilités. Le troisième, il faudra que j'enlève les 2 dates des 2 premiers. J'aurai plus ici que 364, même si j'ai pas écrit. C'est un petit peu comme quand on a calculé les possibilités pour le tiercé, pour les chevaux. Donc, le dernier, ici, le N-ième, quand j'arrive à la fin de la liste, combien il lui reste de possibilités pour sa date anniversaire. Si la classe n'est pas trop grande, moins de 366 personnes, il va lui rester encore quelques possibilités. Il faut que j'enlève toutes les personnes qui sont passées avant. Donc, les N-1 personnes qui sont passées avant. Donc, si je fais 366 moins N-1, ben, une fois que j'ai enlevé la parenthèse, ça fait moins N plus 1. Donc, en haut, j'ai ce terme 366, 365, jusqu'à 366 moins N plus 1, un nombre qu'on a déjà rencontré. On peut écrire avec des factoriels. Je vais laisser sous cette formule-là. Ça, c'est la probabilité que toutes les personnes aient leur date anniversaire à des dates différentes. Maintenant, si je veux avoir au moins 2 personnes qui aient leur date anniversaire le même jour, c'est 1 moins ce résultat-là. Alors, la question ensuite, pour déterminer maintenant quand est-ce que cette probabilité-là est plus grande que 1,5. En fait, je vais utiliser Python. Parce que si je ne peux pas résoudre une équation avec ce calcul-là qui est assez affreux. Alors, je vais utiliser Python et je vais carrément faire un petit programme. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas joué avec Python, ça va vous faire du bien. Donc, dans ce petit programme, je vais importer le module maths. On a vu qu'on avait besoin... non, en fait, ici, on n'aura peut-être pas tellement de besoin. Je n'ai pas besoin de log. J'avais besoin de log tout à l'heure. Bon, donc, j'importe pas. Alors, on va déjà essayer d'écrire la probabilité Pn. Donc, ce qu'on a calculé là. C'est-à-dire le Pn qui était ici, c'est 1 moins P de Bn bar. Donc, il faut déjà calculer. Je reviens. On va déjà calculer ce produit-là, le 366, etc. Ensuite, je vais le diviser par 366 puissance n. Et ensuite, je ferai 1 moins ce résultat à la fin dans le return. Tout ça. Non, c'était pas ça. C'était l'autre bouton. C'était celui. Alors, c'est parti. Pour calculer le produit, je vais l'appeler petit p, comme un produit. Et je vais laisser l'initialisation un petit peu en blanc pour le moment. On va faire une boucle for. C'est pareil. Je vais laisser un petit peu des trucs en blanc. Je vais compléter après. Vous n'allez pas pouvoir beaucoup m'aider, mais je suis un petit peu seule. Mais on va essayer de voir comment ça se construit au fur et à mesure. Il faut qu'on calcule le produit à chaque fois. Donc, on part de
du 366. Après, je multiplie par 365. À chaque fois, je multiplie par 366. Oula, qu'est-ce que je fais? 366 moins quelque chose. Moins quoi? Ben, en fait, moins K. Alors, au départ, pour K égale 0, on aura 366 moins 0. Pour K égale 1, on a le fameux 365. Et finalement, pour avoir 366 moins n plus 1, il faut que K soit égal à n moins 1. Donc, range n. Comme ça, on ira bien de 0 à n moins 1. Pour calculer ce produit, il faut initialiser à 1 tout simplement. Je pars avec 1, je multiplie pour K égale 0 par 366, ensuite par 365, et au fur et à mesure que j'avance dans mon produit, je vais ici diminuer les valeurs. Donc, quand on a fait ça, à la fin de la boucle for, le petit p ici, vaut le petit produit qui est là-haut, enfin, le gros produit qui est là-haut en fait. Maintenant, il faut que je divise par 366 puissance n. Ça, c'est très facile. Je vais donc maintenant calculer P divisé par, je peux l'appeler encore P, lui-même divisé par 366 puissance n. Donc là, j'ai modifié le produit, j'ai divisé par 366 puissance n. Et maintenant, bon, je vais le mettre directement dans le return, le dernier calcul. Le dernier calcul, ça consiste à faire 1 moins ce truc-là pour calculer Pn et non pas juste la probabilité de Bn bar. À l'échelle, ici. Donc, je vais retourner 1 moins P. On va déjà tester ça pour voir ce que ça donne. Il faut que j'enregistre quelque part. Je vais la traîner sur mon bureau. Et ça va être anniversaire. Alors, on veut calculer la proba P pour quelques valeurs. Par exemple, si on prend une classe avec 40 élèves. Donc ça, c'est la probabilité que dans la classe, il y ait au moins 2 personnes qui aient leur anniversaire le même jour. Donc on est déjà sur une probabilité assez importante. On est sur presque 0,9. Donc ça, c'est en gros 9 chances sur 10 pour que dans la classe, il y ait 2 personnes qui aient leur anniversaire le même jour. On pourra vérifier, prendre la liste des anniversaires et regarder si c'est vrai. Donc c'est une probabilité assez forte. Maintenant, je voudrais savoir quand est-ce que la proba est plus grande que 1,5. Ben, c'est un nombre plus petit, hein. Donc on peut tester. Si je prends 20 personnes, 20 personnes, on a une probabilité de 0,4. Donc si je prends un petit groupe, une demi-classe, et je regarde la probabilité que 2 personnes aient leur anniversaire le même jour, cette probabilité a diminué fortement. Il n'y a que 0,4. Donc je voudrais savoir, entre 20 et 40, il y a un moment où on va passer par 0,5. À quel moment on va passer par 0,5? Pour ça, je retourne dans mon programme et je vais compléter par une fonction que je vais appeler, je vais prendre un petit peu de place, voilà. Je vais l'appeler dépasse et je voudrais savoir quand est-ce que cette proba P de n dépasse 1,5. Donc dépasse, on se fixe un seuil. Le seuil, je vais l'appeler, je peux l'appeler seuil. Comme ça, je sais de quoi je parle. Et on va savoir à partir de quel moment donc on dépasse 1,5. On va faire en sorte quand même qu'il y ait plus que 2 élèves dans la classe. Donc on va démarrer avec une classe de 2 élèves. On va regarder la probabilité que ces deux élèves aient leur anniversaire le même jour. Elle va être assez faible, cette probabilité. On a vu déjà que pour 20, on était à 0,4. Et on va avancer, passer à n égale 3, n égale 4, n égale 5. Donc, quelque chose comme n égale n plus 1. Et on va s'arrêter quand
la proba qu'on calcule ici, P de N, va atteindre le seuil. Donc, tant que la proba est plus petite que cette valeur seuil, je vais continuer à avancer, à tester pour n égale 3, n égale 4. On a vu que pour 20, c'était plus petit que 1,5, donc on allait calculer 21, 22, etc. Et quand on a dépassé le seuil, ben, on ressort la valeur qu'on a calculée. On va essayer de jouer avec ça. Donc, ce qui m'intéresse maintenant, c'est quand est-ce qu'on dépasse le seuil de 0,5. Et ben voilà, pour 23. Je vérifie quelle est la probabilité